donc Nicolas Antoniucci Paul. C'est mon deuxième prénom qui a son importance, que c'est à travers ce prénom que je me présente dans l'univers de mes livres. Donc c'est Nicolas Antoniucci Paul. Je suis né il y a un certain temps déjà, dans une famille d'artistes dont mon père était sculpteur. Et donc toute ma jeunesse est passée dans l'univers de l'art, avec ses visites d'atelier, le rapport à la vie qui était un peu irrationnel aussi, puisque tourné vers la beauté, l'esthétique, et une certaine liberté intellectuelle qui fait que ça a eu des prolongements très certainement sur ma vie future. Et pour les deux enfants de la famille, puisque mon frère est peintre. Alors donc, après une belle jeunesse, une jeunesse dans une période un peu lointaine sur laquelle finalement la nature était assez belle et on la fréquentait, ce qui n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui puisqu'il y a trop de mouvements de masse qui vous empêchent un peu de profiter pleinement. Enfin moi j'ai vécu ça. Et ce rapport à la nature sort quotidiennement dans mes livres, comme à la fois un souvenir et un espoir de renaissance. Au niveau de mon enfance, j'ai été élevé dans une famille d'artistes. Je n'ai pas parlé de ma mère, mais qui était son jouet aussi très important, puisqu'il nous a fait rencontrer aussi des écrivains comme Salmon, des poètes comme Biro, ou Follin. Donc on avait, quand on était jeune, dans l'atelier, on voyait les discussions de ça, donc ça c'était important. C'était important aussi l'atelier, donc après une formation donc, à l'école des Beaux-Arts des architectes de la ville de Paris, donc j'ai été architecte pendant une quarantaine d'années. Et au cours de cette carrière, dans lequel je n'écrivais pas, mais j'avais surtout des travaux de conception à faire. Donc j'ai eu l'occasion, au cours de mon activité d'architecte, de participer à des chantiers, un peu importants à Paris, en début de carrière, avec un architecte connu qui s'appelle Zerfus, et puis après j'ai travaillé surtout en Ariège, dans des travaux de réhabilitation de granges rurales et de choses comme ça. Voilà. Et puis aussi des bâtiments publics, hôpitaux, maisons de retraite. Voilà. Donc ça a occupé une partie de ma vie pendant une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, avec un grand plaisir de connaître un peu ce travail, de voir un peu la conception, puis sortir du béton, de la terre ou autre chose, et puis finalement arriver à un volume et à l'image qu'on s'est représentée, qui est toujours une espèce de miracle. Enfin pour moi c'est une espèce de miracle. Donc c'est un peu comme écrire un livre, on part d'un terrain vierge, on imagine un volume, un livre, c'est des pages blanches sur lesquelles on imagine une histoire, donc c'est un peu la même chose qui a fait le lien entre les deux périodes de ma vie. J'ai commencé à écrire il y a une vingtaine d'années, principalement des livres de science-fiction avec des intrigues polars à l'intérieur, dans la mesure où j'aime pas les mondes trop rationnels ni trop cartésiens, et je pense qu'il est préférable de voir le monde comme il est vraiment, c'est-à-dire avec beaucoup de rationnel certes, mais beaucoup de magie encore un peu particulière. Et c'est cette opposition, un peu comme le rêve et la vie éveillée, que je mets dans mes livres automatiquement, en fait, dirais-je. Je n'écris jamais un livre avec un plan. Avec un plan défini, ce qui serait trop technocratique. Je commence une histoire sur un événement. Cet événement m'a touché pour une raison ou pour une autre. Je peux citer des exemples. Par exemple, un de mes derniers, c'est Sphère, lumière d'Alien. J'ai eu l'occasion de rencontrer un événement un peu spécial,
un cigare volant, comme un ovni qui s'est soulevé devant moi à la campagne. Bon, je n'ai pas fait de photos, mais ça m'a vraiment marqué. L'histoire est racontée dans ce livre et ça a servi au reste de mon roman. À partir de là, bon, je me suis fait enlever par cette extraordinaire apparition et puis voilà, le livre se développe là-dessus. Je n'ai pas de certitude absolue sur cet événement, mais c'est un fait. Il est là. Ou L'île du Camac, un de mes livres qui, pour l'instant en tout cas, a l'air de le plaire le plus, qui s'est fait en 2 étapes, à 13 ans d'intervalle. La première étape était une période où je voyais beaucoup à l'architecture, donc j'ai côtoyé des pays et des cultures différentes, comme beaucoup de l'Afrique noire que je connais depuis très longtemps, et aussi la Chine. Donc ce livre se développe un peu en France bien sûr, mais dans ces 2 univers culturels différents. Et ça brise un petit peu la rationalité, ce qui est un peu mon sujet, le sujet de mes romans. Donc maintenant j'en suis à écrire d'autres livres. Voilà, j'en suis à 18 livres, 17-18 livres, avec une petite série de cahiers de couleur sodium. J'édite sous le nom de la couleur sodium, tout en étant quand même, on appelle ça un éditeur, enfin je m'édite moi-même, voilà. Et voilà, bon, je continue ce rapport entre moi, l'écriture et l'univers. J'écris parce que, comme je l'ai dit précédemment, je suis une famille artistique dont l'art fait partie de nos gènes, de nos cultures, mais peut-être de nos gènes, parce que mon grand-père était tailleur de pierre, et déjà à Nice, il taillait la pierre, et voilà. Donc après, on a vécu dans ces ateliers où Volti, c'est mon père, donc faisait ses sculptures en plâtre, en terre, et ça nous a beaucoup impressionnés et marqués psychologiquement, personnellement. Donc on a mis en premier, face à notre vie, on a mis en premier la création et l'art. Donc j'écris parce que moi j'ai choisi là l'écriture, je dessine un peu bien sûr, puisque en tant qu'architecte on dessine, les 3/4 de mon activité d'architecte c'était à une époque où les ordinateurs n'existaient pas. Je dessinais des bâtiments en projetant cette idée chez les clients. Et bien sûr, j'ai même été obligé d'arrêter le jour où est apparu les images de synthèse, qui sont souvent moches, mais qui se rassurent. Voilà. Pour moi, je préfère le dessin fait par la main. Voilà. Donc pourquoi j'écris? J'écris parce que j'ai choisi ce qui me semble être un art majeur, c'est-à-dire l'écriture. Parce que l'écriture dans la société, c'est quelque chose qui vient du fond des âges. La première humanité a dessiné, certes, mais a aussi écrit pas très loin après. Et quand elle s'est permis d'écrire, elle a écrit ces textes fondateurs qui ont fait que parmi de milliers de symboles, ils ont défini leur société. Et je pense que nous, on est une société où nous sommes encore dans des symboles qui sont un peu maintenant un peu plus discrets, mais ils existent. Et ces symboles sont accrochés à notre vie, à la vie elle-même, à notre humanité. Et je reviendrai plus tard là-dessus en ce qui concerne l'intelligence artificielle, parce que je crois que la société, l'humanité va se sauver par ça. Donc j'ai écrit parce que j'ai choisi ça, je dessine. Je pense qu'il y a dans les dessins aussi une magie. Donc souvent dans mes livres, j'ai écrit le fait que pour les hommes préhistoriques, la manière de dessiner, de peindre dans les grottes, c'était à la fois, certes, pour créer un univers, un peu comme ils étaient le ventre de leur mère dans les grottes, mais aussi parce qu'ils avaient remarqué que dessiner un bison faisait venir le bison. Et qu'à ce moment-là, bon, il y a des plus faciles à l'attraper.
Donc cette importance de l'art est tout à fait accrochée à l'esprit de l'homme. Voilà. Et l'écriture est remplie de textes sacrés, et voilà, de textes sacrés qui ont leur importance, et un poète peut écrire sans s'en rendre compte quelques phrases sacrées. Pourquoi pas? L'heure où je dessine beaucoup, je dessinais, voilà, en fait quand j'étais à l'école, je dessinais beaucoup dans les rues les paysages de notre ville, et finalement, après, en passant dans l'imaginaire, cette vision arrivait facilement à se reproduire sur le papier sans qu'il n'y ait plus de modèle, donc c'était assez parfait. Enfin, c'est comme ça que j'ai fonctionné. Je pense que c'est comme ça que fonctionnaient à l'époque les architectes, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et quant au dessin eux-mêmes, je fais aussi des dessins, je sais pas, il y en a un ou deux derrière, voilà, qui sont... parce que j'attache une importance au dessin, comme je l'ai écrit plusieurs fois. Voilà, pratiquement autant qu'à la littérature, mais bon, il faut faire des choix. Pas toujours. Certaines fois, oui, non. Là, il y en a, je crois, pour Sféal et Merlin, Louis et moi. Non, là, ils sont rangés dans pas des placards, mais ils sont rangés dans des... bon, ils sont rangés, quoi. Oui, je pense que nous vivons actuellement une sorte d'agression avec l'intelligence artificielle, qui est un très bel outil par ailleurs, hein, qui fait des choses absolument remarquables. Mais à mon avis, moi je pense que la relation entre le corps, la physiologie de l'homme, son esprit, fait que dans la société, pour revenir sur les symboles, il y en a depuis toujours. Il y a même des symboles qui sont au niveau de la société elle-même, qui fonctionnent parfois comme ça, de manière un peu artificielle et sociale. Mais ces symboles sont aussi ceux de la nature elle-même, qui fait qu'il y a un aura autour de l'homme, qui fait que ces symboles autour de son corps, de ses actions, peuvent, à travers les objets, survenir dans les paysages comme un accompagnement. Mon premier livre-objet que j'écris en 2024, s'appelle Objets, parle de ces objets, qui sont des objets sauvages. J'appelle ça les objets sauvages parce que de temps en temps, tu as une émotion, tu as une action, et de temps en temps, tu vois quelque chose qui correspond à cette émotion qui a surgi de on ne sait pas où. Et c'est peut-être de là qu'est sorti mon cigare volant. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment savoir. Hein. Enfin, nous sait. Donc je suis dans cette ambiguïté-là, et c'est dans cette ambiguïté-là que j'écris. Sans donner de certitude, bien sûr. Alors voilà, nous subissons tous ces changements. Les énumérer, on peut les énumérer, pour moi qui suis un peu âgé, je peux les voir simplement dans le quotidien, entre le GPS qui arrive, on ne consulte plus ses cartes, le téléphone portable qui prend une importance extraordinaire. Maintenant on arrive à l'IA qui nous fait faire des dessins assez beaux finalement, mais qui ne sont pas des vrais dessins quand même, ce sont des images. Donc ce monde se bouscule énormément au portillon, et je crois que finalement c'est à la fois un danger et à la fois l'humanité quand même doit pouvoir s'en sortir, comme je disais tout à l'heure, par la magie ordinaire de la vie qui est liée à la physiologie de l'homme et à son esprit, et pas à la machine. Alors mon prochain livre se présente là-dessus.
Moi, je ne vais pas le dévoiler l'idée, parce que maintenant je sais comment il va se terminer. Mais il s'appuie à l'origine sur des événements de type faits divers qui sont arrivés. Voilà. Et à partir de là, je développe mon histoire, qui termine en fiction, en rapport entre la machine et l'homme. Donc, pour conclure sur cette question, je crois que ce qui va sauver l'humanité de l'intelligence artificielle, c'est simplement son corps et cette relation à la nature qu'il a, et cette magie ordinaire qui fonctionne, et que bien sûr l'intelligence artificielle ne pourra pas avoir, je l'espère. Voilà. Je l'écris par une surprise, un événement, le cigare volant, des voyages, des regards sur d'autres cultures, et qui ne fonctionnent pas de la même manière. Et à partir de ce point de départ, je construis une aventure dans laquelle je suis un peu prisonnier. Et cette aventure m'accompagne dans mon environnement, les objets qui viennent, qui partent. Et puis là, l'histoire s'écrit en fait sans que je la calcule. Mais j'arrive toujours à... C'est un peu comme un animal sauvage qu'on dresse ou qu'on ne dresse pas. Parfois on n'y arrive pas, mais un livre on peut. Quand on y arrive, c'est bien. Donc je ne sais jamais arriver à la moitié de mon livre si je vais le terminer. Et j'y arrive en fait toujours. Hein. C'est parce qu'il y a un entraînement dans la psychologie, mais qui demande quand même d'être très en phase avec beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'un écrivain, quand il écrit, est quand même un peu dans un autre univers. C'est-à-dire que j'ai écrit ce livre pendant que je voyageais ou juste après. C'est-à-dire que c'était très frais dans ma mémoire, surprenant. Et culturellement, quelque chose qui peut-être a disparu aujourd'hui. Par exemple, l'histoire du lion enfin, je ne vais pas raconter les histoires, mais il y a quelques histoires qui sont très liées à des cultures différentes et qui sont présentes dans ce livre parce que je les ai vécues et je les ai mis. Je ne les ai pas inventées, je n'invente rien. Rien du tout. Je suis un grand observateur du mieux que je peux, mais je n'invente rien. Ou quasiment rien. Peut-être la succession des chapitres, rien encore. Donc voilà, donc tout ça, ça a fini par faire un livre. Ça a fini par un livre que j'ai complété. Par exemple, il y a un passage en Camargue. Bon, bah, c'est parce que je suis passé en Camargue. Il y avait à l'époque un village de roulotte là, qui existait, où avec du vent et des oiseaux, des choses comme ça. Bon, il est dans mon livre, mais je l'ai vu. Je n'ai pas inventé ce village. Je sais que depuis, il n'existe plus. Ils ont payé des taxes foncières. Bon, ça, c'est le temps qui évolue. Voilà, donc je compile des visions, j'y accroche des histoires, et ces histoires viennent avec ces visions. Je pense qu'il y a des allers-retours. Bon, je suis bien sûr responsable de la chose, hein, mais c'est comme ça que je fonctionne. Voilà. Et dans l'île du Camargue, j'ai attendu 13 ans pour le terminer, parce qu'un jour je me suis rendu compte que je ne savais pas, j'avais pas terminé l'histoire policière, le polar qui était dedans. Bon, c'était quand même à un autre niveau, un livre terminé, et j'ai eu l'envie de le terminer 13 ans après, dans un monde complètement différent, et qui a marqué profondément la différence qui a pu se passer entre cette période de 13 années, où le monde est devenu extrêmement moderne, informatisé. Voilà. Donc je l'ai complété comme ça. Certains meurtres laissent du silence.
D'autres laissent le désir brûler dans l'ombre. Paula est retrouvée morte. Aucun mobile clair. Seulement un livre disparu, une ancienne édition du Kama Sutra, volée avec précision. En son cœur repose un rubis, une gemme d'une beauté rare. Un commissaire suit les preuves. Un docteur observe les failles sous les apparences. Le désir devient mobile. L'art devient manipulation. La philosophie devient arme. Le rubis réapparaît, comme un cœur qui recommence à battre. Et quand le cœur d'un rubis se remet à battre, quelqu'un doit répondre du sang qu'il se souvient. Oui, ce que je peux dire, le cœur rouge est au centre un peu de ce livre. Pourquoi il est venu là? Parce que je pense qu'il est arrivé au moment où j'ai eu l'impression, pour quelques anecdotes de vie propre que j'ai rencontrées dans mes voyages, j'ai eu l'impression que cette espèce de sexualité latente qu'il y avait dans ces rencontres et dans ce visuel était issu d'un potentiel livre, comme si c'était quelque chose qui était en train de se placer dans mes pages. Donc à partir de ça, le Kama Sutra, c'est un livre qui est non pas un livre sur la sexualité vulgaire, mais c'est un livre probablement sacré qui parle simplement d'une chose qui est importante pour l'humanité, c'est-à-dire l'amour et puis l'amour et la sexualité qui permet à la vie de se reproduire depuis X temps, et c'est pas des robots qui vont prendre sa place. Donc voilà, et le cœur rouge, c'est probablement une dimension. Pourquoi c'est une position en plus? Parce que j'estime que c'est l'amour qui est peut-être pas vraiment défini encore. Je l'ai pas vraiment lu. Comme j'ai tendance à dire, je n'écris qu'un livre. Du premier au dernier, c'est le même livre. Je ne donne pas d'importance à l'histoire en tant qu'anecdote. Donc l'histoire pour moi, c'est la manière dont un flux d'énergie littéraire circule dans un univers, dans notre paysage. Donc je n'ai pas un livre, tous mes livres s'accrochent les uns aux autres comme une chaîne, mais ne sont pas forcément des continuités importantes. Non, je ne donne pas l'impression d'importance vraiment à l'histoire elle-même. Sauf si elle est fortement symbolique, et encore je ne travaille pas le symbolisme à ce niveau-là. Donc je subis le symbolisme, bon, je ne dirais pas de la société ordinaire qui est parfois un peu barbante, mais le symbolisme de la nature qui existe. La dimension dans tous mes romans, que ce soit Cnidaria, Reine Méduse ou Meurtre dans un paysage qui n'est pas le nôtre, dans tous mes romans, la dimension écologique, et ça depuis mes premiers, c'est-à-dire il y a 20 ans, est très importante. Et elle est dans le fond de l'histoire, et pour citer Meurtre dans un paysage qui n'est pas encore le nôtre, le paysage décrit, ça je l'ai écrit il y a encore une quinzaine d'années, le paysage décrit à l'époque et le paysage au fond d'aujourd'hui, avec les incendies, les inondations et tout. Donc c'est un peu prémonitoire. Bon, il y a beaucoup de gens qui le savaient, mais en tout cas dans l'écriture, ça l'était un peu. À la fois prémonitoire et à la fois, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui subissaient cette pression-là. Donc est-ce qu'on peut appeler ça prémonitoire? Non, je crois que c'est surtout logique. C'était logique. Alors on peut suivre une logique, mais ça l'est prémonitoire de fait, mais pas en termes
je crois que c'est en termes de société, c'est promitoire parce qu'on devait le savoir. Hein, c'est pas une prémonition un peu de niveau surnaturel ou quoi que ce soit. C'est une certaine analyse ou pressentiment logique de ce qui allait arriver. Dans un monde où les océans étouffent sous des milliards de tonnes de déchets, un nouveau territoire est né. On l'appelle le 6e continent. Paul, surnommé Diogène, vivait dans l'ombre, oublié du monde. Jusqu'au jour où un héritage inattendu changea tout. Guidé par la curiosité, il partit explorer le continent dont tout le monde parle et que tous redoutent. Là-bas, les rêves prennent vie. Et les hommes s'y battent pour l'or, les pierres et leur survie. Jusqu'au jour où un meurtre secoua ce monde déjà au bord du chaos. L'enquête révéla des secrets, des mensonges et une vérité terrifiante. Sur ce continent né de nos déchets, le danger n'est pas seulement ce qui vit sous les vagues, mais ce que l'homme porte en lui. Main basse sur le 6e continent. Bienvenue là où l'humanité se reflète et se décompose. Tout le monde d'ailleurs, en dehors des voyages en croisière et diverses qu'on peut faire, là, voir d'autres cultures mais en profondeur, c'est-à-dire dans leur réalité et pas dans leur paysage trafiqué, comme on voit beaucoup aujourd'hui, c'est quelque chose qui apporte beaucoup d'importance à l'esprit de celui qui veut bien les voir. Malheureusement, on tombe dans un moment où les gens vont beaucoup trop voir des choses qu'ils ne voient pas vraiment quand ils sont sur place, hein, finalement, hein, puisque voilà, donc, et ça crée des gros problèmes à la fois de pollution, de destruction des cultures, donc qui est un grand danger de la société actuelle. Donc il faudra qu'un jour on revienne là-dessus. Parce que le principal des questions qu'on me pose, on se réfère toujours à l'imaginaire, à l'imagination. Or, moi j'ai tendance à dire que j'imagine pas grand-chose. Simplement j'écris ce que je vois et ce que je ressens. Mais je n'ai pas une invention, non, je sais ce que je vois. Alors est-ce que ça va servir? Je ne sais pas. Ça peut faire évoluer certains individus, certaines pensées, à mon avis dans le bon sens, et respecter la nature, la vie elle-même dans ses multiples formes, non seulement d'aspect, mais aussi de sensible et d'insertion et de contact entre les différentes espèces et animaux et entre eux. Tout ça, ça peut faire évoluer, mais il faudra du temps. Donc ça reste l'imaginaire. Alors. Oui, je l'espère, si j'arrive à le terminer. Pour l'instant, il est bien engagé. Bon, j'écris pas des grands livres, hein. J'écris des livres de 200 pages au maximum. Je trouve que ça suffit largement. Enfin, j'arrive pas à raconter d'histoires plus longues. Et c'est pas la peine de le faire, mais comme j'écris qu'un livre, c'est pas grave, il commence à être grand quand même. Donc oui, voilà, c'est donc où je suis parti. Oui, je suis parti là d'une période un peu difficile, où j'étais un peu escroqueré, d'une manière un peu dure, et à partir de là, c'est une résurgence. Et j'ai construit cette histoire autour de ça. Et là, elle se développe avec l'actualité, avec une sensibilité autour d'enlèvement, de mort d'enfants, de choses comme ça qu'on fait la une. Donc à travers ça, j'ai construit une direction que je suis actuellement. Et cette direction, je pense qu'elle va m'amener à pure science-fiction.
Et là, je suis en train de boucler ça d'ici quelques temps. Voilà, et ça sera donc un livre de science-fiction et une alerte aussi pour l'humanité. Bon, enfin, sans être prétentieux, hein, parce que c'est un domaine artistique, hein, donc on peut développer ce qu'on veut. Voilà. Merci. C'est une espèce de reconnaissance qui fait que une grande estime de cette œuvre, que je trouve très belle, et ça c'est une chance, parce que c'est vrai, ça aurait pu ne pas être le cas. Et à sa mort en 90, en 1989 plus exactement, dans le cadre de la section, on a créé une indivision avec mon frère, qui lui est artiste peintre aussi, qui est connu, qui est une belle, qui est dans un monde aussi de création plein pot, dirais-je, et qui continue son activité jusqu'à maintenant. Et donc on a eu en charge la gestion morale et financière de l'œuvre de notre père. Voilà. Donc on a organisé des expositions, on a été même jusqu'en Chine, et d'ailleurs c'est dans le cadre d'un travail d'architecture préalable et d'exposition en Chine que j'ai eu ces anecdotes, que j'ai pu avoir des anecdotes qui sont entrées dans mon livre. Et donc depuis cette période, eh ben, j'ai le plaisir de voir d'ailleurs dans mon bureau qui est là, plein d'œuvres de Volty, voilà, qu'aujourd'hui j'ai mélangé avec mes livres. C'est disons une reconnaissance filiale qui dure un peu. J'aime bien qu'on me lise, je suis même ravi qu'on me lise. De temps en temps, je reçois quelques lettres qui me trouvent fort agréables à entendre et sympathiques, donc je comprends que ça peut accrocher. Mais qu'est-ce que je peux dire face à ça, si ce n'est que j'écris. Et je ne me sens pas le pouvoir d'obliger les gens à lire mes livres, s'ils n'ont pas envie. Bon. Mais là, aujourd'hui, par exemple, grâce à ça, j'aurai peut-être un ou deux lecteurs en plus, on ne sait jamais. Donc c'est quand même un acte sympathique. Merci, Lazare.